La France comme à la parade, 29-10 cet après-midi contre l'Angleterre. Les tricolores remportent du même coup le tournoi des 5 nations ex aequo avec l'Écosse. Le retour des émissaires français du Liban, le docteur Raad vient d'arriver à Paris. Il serait porteur d'un plan. 119 chefs d'État et de gouvernement aux obsèques d'Olof Palme, assassiné le mois dernier. Des mesures de sécurité très considérables. Et puis, plus qu'une nuit de réflexion avant le scrutin de demain, dans ce journal, les ultimes conseils techniques pour voter. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, nous allons bien sûr revenir sur le sort des otages français du Liban, avec notamment le retour en France du docteur Raad, l'un des émissaires français. Mais d'abord, la superbe victoire du 15 tricolore cet après-midi au Parc des Princes face à l'Angleterre. 29-10, c'est un score sans appel qui vaut au rugbymen français de remporter le tournoi des 5 nations, ex aequo avec l'Écosse qui a de son côté battu l'Irlande à Dublin. On attendait le pack anglais, ce furent bien souvent les avants français qui firent la différence. Tout de suite, les moments forts de ce match avec Lionel Chamoulot. Le masque du capitaine Daniel Dubroca et de ses avants juste avant le match. Le tournoi se gagne aujourd'hui. Une demi-heure de jeu, la France mène 6-0, 2 pénalités de la porte. À part cela, rien d'autre à signaler. Les Anglais, pour une fois, dans les 22 mètres français, vont se faire prendre en contre. Charvet intercepte, trouve Bonneval pour Laporte. Laporte sert encore une fois à Charvet, qui lui remet. Et Guy Laporte, à 33 ans, laisse tout le monde sur place au bout de 40 mètres de sprint. 10-0, le match est lancé. Début de deuxième mi-temps, les Bleus dominent. À 5 mètres de l'embut anglais, la troisième ligne garde le ballon. Progression de la mêlée française. Et Berbizier catapulte Blanco à l'essai. 14-0. Le rugby d'attaque commence à payer. Les Anglais réduisent enfin le score avec cette pénalité de Barnes. 17-3. Et sur la remise en jeu, Laporte place le ballon, mais c'est Serge Blanco qui frappe directement pour Jean-Baptiste Lafont. Lafont pour Sella, Sella qui prend le couloir et regardez bien l'interception de Barnes. Moment de flottement dans le stade car l'arbitre, M. Bévan, accorde un essai de pénalité. Alors Pierre Albaladejo, explication. Regardez le débordement de Sella qui à l'intérieur va vouloir passer la balle à Charvet, et regardez ici, hop, vous avez vu avec la main le défenseur anglais qui, au lieu de plaquer le porteur du ballon ou de se saisir de celui-ci, a fait une interception qui équivalait à une pénalité. En tout cas, cela fait 23-3. Les Blancs sur cette touche inscrivent un essai par le géant Doulet, 23-7. Premier essai concédé par les Français en 2 tournois, dommage. Mais dans le regard de Garuet, on comprend que la fête ne peut pas se terminer ainsi. Mêlé à l'avantage des Bleus et Berbizier lance la cavalerie. Éric Bonneval, plein champ, au culot et avec une super accélération laisse 4 Anglais sur place. La différence est faite. Bonneval sert Charvet. Charvet pour Sella et Philippe Sella file entre les poteaux. 29-10. Philippe Sella a inscrit un essai par match dans ce tournoi. Il a réussi son grand chelem. L'équipe de France, elle, l'a raté de peu, mais remporte tout de même ce tournoi 1986. Eh oui, Pierre Albaladejo, ça c'est l'équipe de France qu'on aime voir sur le terrain. Oui, absolument. C'est un jeu très complet avec du physique. C'est vrai, mais aussi de l'art qui s'exprime par les 3 quarts qui sont des joueurs absolument merveilleux, époustouflants. Et des moments de grâce comme le dernier essai qu'on a vu. Oui, ce dernier essai qui est parti de très loin et qui confirme tout le bien que nous pensions de cette équipe de France qui a été en pente ascendante depuis le début du match, depuis le début du tournoi. On peut regretter la défaite d'Écosse parce que nous avions une équipe à faire le grand chelem. Malheureusement, bon, le sort n'a pas voulu que ce soit ainsi, mais c'est peut-être reculé pour pouvoir mieux sauter. Pour revenir à la France, on avait dit attention au paquet d'avant anglais. En fait, les Français ont tourné très vite dès la première minute le paquet. Oui, c'est ça, oui. Il y avait un défi que les Anglais nous avaient lancé par presse interposée, disant de toute façon, avec le pack que nous avons, nous allons faire reculer les Français et à partir de là, les Français ne pourront rien bâtir. Et puis la grosse surprise a été effectivement cette première mêlée dont vous parlez et quelle ne fut pas la surprise des spectateurs et même peut-être des joueurs de voir qu'à ce niveau physique, nous étions supérieurs aux Anglais. À partir de là, je ne vois pas comment les Anglais pouvaient nous battre. En un mot, le 15 tricolore est prêt pour la Coupe du Monde dont on parle beaucoup?
Elle est prête, elle sera prête, parce qu'elle a encore un tournoi prochain à faire, l'année prochaine. Puis les Blacks viennent faire une tournée en France, donc ça sera un très bon rodage. Et je crois que l'on pourra faire une très bonne figuration, pour ne pas dire une bonne participation dans les phases finales de cette Coupe du Monde. Merci Pierre Albaladejo, le 15 français, donc le rugby français qui a remporté aujourd'hui le tournoi des 5 nations ex aequo avec l'Écosse. Vous le disiez, l'Écosse qui a battu tout à l'heure l'Irlande par 10-9 avec un très bel essai qu'on va voir immédiatement. Le voilà, vous allez voir, ça commence par une mêlée sur les 22 mètres irlandais. L'introduction est écossaise. Voilà, le ballon est récupéré par Biggie, puis Ledlow qui feinte la passe et qui part seul à l'essai, voilà, et c'est l'essai. Donc 10-9 pour l'Écosse, qui se trouve donc vainqueur ex aequo avec la France de ce tournoi des 5 nations. Et voilà monsieur qui est bien content. Le sort des otages français du Liban, maintenant avec peu d'éléments nouveaux, si ce n'est le retour en France du docteur Raad, l'émissaire officieux de Paris, qui a négocié pendant 2 jours avec les représentants du djihad islamique. Il vient tout juste d'arriver au Bourget, il s'est montré à son arrivée plutôt optimiste, sans avancer pour autant de date ou de délai pour le retour des otages. Patricia Coste attendait tout à l'heure à son arrivée. Le docteur Raad. L'optimisme est basé d'abord d'avoir établi le contact, d'avoir eu un dialogue franc avec le milieu des ravisseurs et si on travaille en concertation avec les politiques, je pense qu'on peut arriver à un bon résultat, ça explique mon optimisme. Qui nous prouve que vous avez été en contact avec les ravisseurs ou avec les proches des ravisseurs? Écoutez, j'ai ramené quelques objets de Michel Seurat que je remettrai à son épouse, des lettres et des photos. C'est la preuve pour vous. Avez-vous eu des informations sur l'état de santé de Michel Seurat? Alors, pour cela, à ce sujet, il y a une partie des ravisseurs qui m'ont dit qu'il est mort, une autre partie qui m'a dit il est mort à 95%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour semer le doute. Si vous avez remarqué, dans chaque communiqué, le djihad a voulu semer le doute pour jouer avec les nerfs des Français. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une escalade dans leurs demandes? Écoutez, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'on a ouvert une porte qui était fermée, on a établi le dialogue, et en ramenant les gens à la raison, en expliquant l'œuvre accomplie par la France, je pense qu'on peut arriver quand même à aboutir avec tout le schéma que je vous ai déjà signalé, et la contribution de tout le monde. Est-ce que vous avez l'impression que l'enlèvement de l'équipe d'Antenne 2 est justement, rentre dans le jeu des ravisseurs, ou bien que vraiment les ravisseurs que vous avez rencontrés n'ont rien à voir avec l'enlèvement de l'équipe d'Antenne 2? Écoutez, ils vous en ont jamais parlé? Si, ils m'ont dit qu'ils ont cherché partout pour savoir qui les a enlevés, ils n'ont pas trouvé. Moi aussi je doute de ce qu'ils m'ont dit, parce qu'eux ils doutent, ils nous sèment le doute, et moi aussi on finit par douter de ce qu'ils nous racontent. Un. Mais deux, on se dit, bon, vu le contexte politique, vu ce qui se passe là-bas, ce qui se passe dans la région, ce qui se passe dans le monde, il y a peut-être un jeu. Voilà donc pour les précisions de l'émissaire français qui vient tout juste de rentrer et qui se trouve actuellement au Quai d'Orsay, où il est donc entendu par les collaborateurs de Roland Dumas. Et puis j'apprends par une dépêche qui m'arrive à l'instant que Éric Rouleau, qui est l'ambassadeur de France à Tunis et qui était parti en Iran pour essayer de négocier avec les autorités iraniennes donc sur le sort des otages, eh bien Éric Rouleau vient de quitter Téhéran. Il n'a pas reçu lui non plus de visa. Il est resté quelques jours à l'aéroport. Il vient donc de repartir sans succès. Il faut aussi savoir que François Mitterrand s'est entretenu hier soir par téléphone avec le président syrien Hafez el-Assad. On ne sait pas ce que les deux hommes se sont dit, mais il faut se souvenir que la Syrie avait proposé sa médiation pour obtenir la libération des otages, une médiation qui n'a apporté jusqu'à présent aucun résultat. Pendant ce temps-là, les deux opposants irakiens expulsés par Paris, dont le sort a fait l'objet du marchandage avec les ravisseurs, le sort de ces deux hommes, graciés par le président irakien, est en voie de règlement. Ils sont déjà libres de circuler dans leur pays et ils devraient bientôt pouvoir partir et même revenir en France s'ils le souhaitent. Pour la première fois aujourd'hui, ils se sont exprimés sur les conditions tout à fait incroyables de leur expulsion. C'était en présence de nos envoyés spéciaux Hervé Brusini et Pascal Stelletta. Les voici donc ces deux hommes, Hamza Fawzi et Géraldine. Rencontre dans un cadre officiel, salle de conférence de l'Institut des diplomates, présence de fonctionnaires du protocole et même de la télévision nationale. Monsieur Courage, l'ambassadeur de France, leur tend un télégramme de leur avocate, maître Terrasson. En voici les termes. Formuler demande de retour en France pour continuer étude de toute urgence. Géraldine et Fawzi, vous allez l'entendre,
ont décidé de s'exprimer le moins possible en français. Pour moi maintenant, je crois que pour le retour France, c'est mieux pour moi. Oui. C'est très important parce que pour la première fois que la police France fait avec moi comme ça, moi je ne contente pas. Il est en train de faire les démarches nécessaires pour son retour en France. Parce qu'il n'y avait pas de dossiers normal et régulier dans le et leur passeport était, c'est-à-dire illégal. D'accord, il y avait des problèmes administratifs. Mais ici en Irak, j'ai très bien traité et ça m'a fort étonné. J'étais très étonné de voir que je me suis traité de cette façon-là. Est-ce que vous avez un message à adresser aux gens que vous connaissez qui sont encore à Paris? Maintenant, non. Et vous, monsieur Fawzi, vous avez un message? عندك رسالة أو توجيه شيء أو dites à nos amis que nous sommes très bien, en bonne santé et tout va bien. Voilà. Pour éviter d'autres bavures du même type, le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, avait annoncé une révision des procédures d'expulsion. Cette révision entre en application dès aujourd'hui et elle devrait permettre de garantir dorénavant le respect des droits de l'homme, même en cas d'urgence absolue. Elle devrait notamment éviter que quiconque soit expulsé vers un pays où il ne veut pas aller. Pour cela, elle prévoit un certain nombre de garde-fous. Les explications de Pascal Deschamps. Pierre Joxe l'avait reconnu le 7 mars dernier. Dans la procédure d'urgence, il n'y avait pas assez de documents écrits, seuls capables d'éviter les erreurs de destination. Désormais, l'intéressé sera informé par écrit du choix du pays d'accueil et devra donner son accord en signant le document. En cas de refus, il pourra, toujours par écrit, en exposer les raisons. Si les deux Irakiens, expulsés contre leur gré dans leur propre pays, avaient bénéficié de cette disposition, ils n'auraient pas appris leur destination au pied de l'avion. Deuxième garde-fou, au cas où, une fois à l'aéroport, l'intéressé refuserait d'embarquer, les services de police qui l'escortent devront obligatoirement le ramener devant un juge. Enfin, troisième précaution, le ministre de l'Intérieur demande à être immédiatement informé de toutes les difficultés qui pourraient se présenter à chaque étape de la procédure, et ce, pour éviter que soit prise à un échelon subalterne une décision lourde de conséquences. Ces garde-fous qui sont rappelés par cette circulaire ne font que rappeler ce qui est dans la loi de 1945, ce qui est dans toutes nos conventions d'extradition et ce qui est dans la convention de Genève que nous avons signée et ratifiée. Donc il est heureux qu'on les rappelle, mais en eux-mêmes, ils n'apportent rien de nouveau. Maintenant, la loi reste la loi, elle demande toujours une procédure d'extrême urgence, et je crois qu'il faudrait dans tous les cas pouvoir donner à un avocat la possibilité d'intervenir. Ça permettrait de mieux défendre la personne, ça respecterait notre ordre juridique, et puis enfin, ça éviterait des décisions malencontreuses. Donc, tout le monde, je crois, y aurait intérêt, et l'État aussi. Le dernier hommage rendu à Olof Palme, 119 chefs d'État et de gouvernement étaient venus assister aux obsèques du Premier ministre suédois assassiné le 28 février dernier. Des funérailles à la dimension de la personnalité de cet homme dont personne n'aurait imaginé qu'il tomberait un jour sous les balles d'un assassin. La Suède et le monde entier se sont recueillis pour cette cérémonie qui avait justifié des mesures de sécurité considérables. Martine Laroche-Joubert. Derrière le cercueil d'Olof Palme, plus de 1500 personnalités politiques aujourd'hui à Stockholm, une vingtaine de chefs d'État et de premiers ministres. Tous réunis par la même émotion. Olof Palme était le dernier homme d'État qu'il soit possible d'imaginer assassiné. Assassiné comme Indira Gandhi, dont son fils Rajiv associe le souvenir à celui d'Olof Palme. Dans l'assistance, François Mitterrand, Helmut Kohl, Erich Honecker, Mario Suarez, George Shultz, Ritschkov, le Premier ministre soviétique et bien d'autres, mais aucun représentant de l'Afrique du Sud, du Chili et du Paraguay non invité à ces obsèques. Les personnalités politiques n'ont pas quitté l'hôtel de ville pour des raisons de sécurité, mais plus d'un demi-million de Suédois massés sur les trottoirs de Stockholm ont rendu un dernier hommage à Olof Palme. Hommage mêlé d'inquiétude. 15 jours après son assassinat, l'enquête de la police piétine. Le crime a été revendiqué par une organisation d'extrême droite. Un suspect arrêté n'a pas été inculpé.
Un assassinat incompréhensible, des questions sans réponse. Les Suédois aujourd'hui sont bouleversés. En France, la route qui tue avec un carambolage monstre sur l'autoroute A6 dans le Loiret près de Courtenay. Une centaine de voitures se sont heurtées dans des accidents en série. Il y a 5 morts et 17 blessés graves. C'est le brouillard et la vitesse qui sont en cause cette fois encore. Agnès Poirier. Ce matin, sur l'autoroute A6, le brouillard est épais. On ne voit rien au-delà de 20 mètres et soudain c'est le choc. Carambolage en série sur 4 km. Parce qu'elle roulait trop vite, plus de 90 voitures se télescopent entre Dordives et Courtenay dans le sens Paris-Province. Des voitures enchevêtrées prennent feu, 5 personnes vont mourir carbonisées. Le carambolage a provoqué un gigantesque embouteillage. Les secours arrivent 1 heure après le drame. L'autoroute est aussitôt fermée. Les pompiers tentent de dégager les automobilistes prisonniers des carcasses de voitures. Les blessés, 20 gravement atteints, 50 plus légèrement, sont évacués sur les hôpitaux de Sens, Joigny, Auxerre. Une centaine de personnes sont conduites au lycée de Courtenay, transformé en centre de secours. Ce soir, l'autoroute a été dégagée et la circulation est redevenue normale. À Singapour, un hôtel de 6 étages. Antenne 2 a bien sûr mobilisé tous ses moyens pour vous offrir résultats, analyses et commentaires demain soir le plus tôt possible. C'est une soirée spéciale qui débute à 19h45. En voici le menu avec Olivier Lerner et Frédéric Vassor. C'est d'ailleurs l'occasion de découvrir le décor de notre studio qui rappelle, vous allez le voir étrangement, l'Assemblée nationale. Le générique est passé. Premier acte, dès 19h30, avec une première estimation des abstentions. Deuxième acte, 20h. Le nouveau visage de l'Assemblée nationale se dessinera sur votre écran, accompagné de l'estimation en sièges et en pourcentage de voix. Un premier débat mettra aussitôt aux prises Jacques Toubon, Jean-Pierre Chevènement, François Léotard, Charles Fitterman et Jean-Marie Le Pen. Avec l'estimation Bulle BVA, nous pourrons connaître dès 20h le ou les partis qui sortiront vainqueurs de ces élections. Nous vous donnerons à 20h les estimations en voix et en sièges. La seule véritable grosse incertitude qu'il peut y avoir dans cette élection, c'est évidemment de savoir si le RPR et l'UDF auront la majorité absolue à eux seuls en sièges. Et c'est là-dessus que se fera, je dirais, la décision et aussi l'importance de l'estimation. Troisième acte avec un sondage exclusif BVA pour Antenne 2 réalisé à la sortie des urnes. Nous connaîtrons notamment l'opinion des Français sur la cohabitation et sur notre plateau, Patrick Baudry, Claude Brasseur, Bernard Hinault, Yves Simon, Harlem Désir, Jean d'Ormesson, André Bergeron et d'autres personnalités réagiront sur ce thème. La cohabitation, un thème qui reviendra également à travers toutes les interventions de nos envoyés spéciaux en province. Il y a 5000 Français qui vont voter une troisième fois. Une fois pour les législatives, une fois pour les régionales et une fois pour l'opération Bulle BVA Antenne 2. En remplissant un questionnaire simple, à la sortie du bureau de vote sur tout le territoire français, ils vont nous permettre de comprendre la signification qu'ils ont voulu donner à leur geste, à leur vote du 16 mars. Acte 4, deuxième grand débat à 22h avec Louis Mermaz, Alain Juppé, Georges Marchais et Jean-François Degnaud. Et entre-temps, Simone Veil, Jacques Chirac, Laurent Fabius, Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing. Claude Sérillon, Paul Amar, demain dimanche, 19h30, 1h du matin, soirée spéciale élection avec la rédaction d'Antenne 2. Le parti des pêcheurs à la ligne sera très sollicité demain puisqu'une inconnue de cette élection, c'est bien sûr le poids de l'abstention. Avec une initiative peu courante, la pêche au saumon a débuté une semaine plus tôt que prévu pour éviter le raz-de-marée électoral vers les rivières, ce qui a inspiré ce reportage aquatique à Jean-Marc Dubois et Jean-Marie Lecartier. Avis à la population, l'ouverture de la pêche au saumon est avancée d'une semaine. Raison officielle, permettre aux pêcheurs de voter le 16 mars. Course contre la montre, passion, frénésie, tous pourtant n'ont pas mordu à l'hameçon. Maurice Leduc, champion des droits du saumon, prend la mouche. Avancer une semaine, ça pourra peut-être faire gagner quelques voix en quelques endroits et ça pourra aussi faire perdre quelques voix en d'autres endroits. Vous pêchez rive droite ou rive gauche? Rive droite ou rive gauche? Ah ben c'est selon. Où se trouve le poisson? Les hommes politiques, eux, pêchent là où se trouvent les lecteurs, sur les berges. Un député couleur rose saumon est intervenu auprès des gros poissons du ministère. Une semaine de gagné pour les mordus du lancer, tout courant confondu. C'est tout à fait électoraliste. C'était les cartes de pêche contre les cartes des lecteurs. Tous les pêcheurs n'ont pas ces scrupules. Quand ils s'en mêlent les fils d'une rive à l'autre, la cohabitation s'abaigne.
Il y en a un qui donne son shield et l'autre le ramène. Et en politique, ce serait pareil, non? Ah, en politique, ça. Le saumon fera peut-être pencher la balance, mais chacun se défend d'avoir voulu noyer le poisson. Un nouveau hold-up à la dynamite dans la région de Marseille. C'est un supermarché d'Aubagne qui était visé. Un commando a neutralisé les employés. Il a fait sauter le coffre avec une forte charge de dynamite. La porte s'est bien ouverte, mais une bonne partie des 150 000 francs qui se trouvaient là se sont évanouis en fumée. Ces attaques à la dynamite sont, semble-t-il, le nouveau moyen qu'ont choisi les gangsters pour parvenir à leur fin. En sport, il n'y avait pas que du rugby. Aujourd'hui, il y avait aussi du cyclisme avec la classique Milan-San Remo. L'homme à battre en ce début de saison en cyclisme, c'est indiscutablement l'Irlandais Sean Kelly. Une semaine seulement après sa victoire dans Paris-Nice, il vient de remporter son premier Milan-San Remo. Dominique Leglou. Une fusée jaune dans l'ascension du Poggio, c'est Sean Kelly qui revient très vite sur les deux échappés, l'Américain Greg LeMond et l'Italien Mario Beccia. À moins de 10 km de l'arrivée, ces deux hommes-là savent déjà qu'ils sont condamnés. Souvent favoris de l'épreuve, Kelly n'a en effet jamais gagné la première classique de la saison. Il veut ce succès. Et lorsqu'il passe LeMond, son regard en dit long sur sa détermination. Deuxième en 84, il ne peut se permettre un nouvel échec. Et au sprint, comme prévu, il ne laisse aucune chance à ses deux compagnons d'échappée, avec un démarrage puissant à 200 mètres de la ligne. LeMond, encore une fois, prend la plus mauvaise place, la seconde. Quant à Beccia, il sauve l'honneur pour les Italiens. Chapeau, Mr. Kelly. Rapidement, deux informations brèves pour le sport. Donc, au championnat d'Europe de judo, la victoire de la Française Brigitte Dédier. Et puis, à l'Open de Lorraine, en tennis, eh bien, la finale aura lieu entre Tulane et Duke. Les tiercés du week-end, maintenant avec les résultats de celui qui se courait aujourd'hui à Saint-Cloud. Vous allez voir, je pense immédiatement, voilà, 25, 20 et As. Résultat, mais pas de rapport, car apparemment, les rapports ne sont pas encore arrivés. L'autre tiercé se court demain à Auteuil. Voici maintenant les pronostics de Pierrette Bresse. C'est un pronostic prudent, avec des valeurs sûres, que je vous propose de jouer dans le prix Maréchal Vaillant, le tiercé de demain après-midi à Auteuil. Mes favoris seront Tingry, le numéro 8, Croix du Sud, le 15, et Gamboy, le numéro 4. Ensuite, eh bien, je ferai confiance à Fils des Cageul, le numéro 6, Prince du Bourg, le 7, Pont-Jarvis, le numéro 10, Négligence, le 13, et El Rancho, le numéro 1. Je répète leurs numéros, 8, 15, 4, 6, 7, 10, 13 et 1. À votre avis, quelle est la surprise du 17 mars au soir? Eh bien, c'est le retour de Philippe Bouvard qui revient à 19h45 sur Antenne 2 après 9 mois d'absence. Le temps donc de nous faire un nouveau petit, un petit qui ressemble au papa maintenant. Oui, enfin, il va ressembler à tous les gens de mon équipe, des comédiens, des chanteurs, des musiciens, des artistes, bref, que les téléspectateurs d'Antenne 2 connaissent déjà, et puis des têtes nouvelles qu'ils vont découvrir. C'est un peu plus tôt que 19h45, et je crois que ça a son importance. Je pense que ça sera vers 19h37 en réalité. Juste avant 19h40. Voilà. Juste avant le journal. Oui, c'est ça. Tout de suite, l'acte de naissance donc, du petit nouveau Bouvard avec ce qu'on appelle le générique chez nous. Donc le début de cette émission, c'est une avant-première. Le voilà. Alors, mon cher confrère, à quoi ça va ressembler? C'est un pastiche de l'actualité? Non, parce que, bon, ça arrive et ça donne parfois des émissions très réjouissantes, mais là, c'est un propos un peu différent. C'est l'actualité à notre sauce, et une actualité, bien sûr, beaucoup plus souriante que celle que vous avez en charge. Et puis, une actualité un peu moins chaude, un peu moins brutale. Nous aurons le temps de réagir, et puis nous réagirons non plus comme nous le faisions par du théâtre télévisé, mais par de la télévision à 100%. Et puis au lieu d'envoyer des sketchs ou des chansons, eh bien nous ferons comme vous, nous enverrons des sujets, nous parlerons des phénomènes de société, nous parlerons de la politique bien sûr, mais à notre façon. Alors je voudrais vous dire qu'il y a 2 mois que nous préparons ce retour, que nous avons énormément ri et que mon souhait c'est que les téléspectateurs d'Antenne 2 partagent notre joie et notre sourire. Et puis la grande nouveauté, je crois qu'il faut le dire, la grande nouveauté, c'est que vous serez cette fois-là payé à l'audience. Ça, c'est très nouveau. Oui, enfin, c'est pas nouveau aux États-Unis où ça se pratique couramment, puisque aux États-Unis, le salaire des producteurs et des présentateurs
et même indexé sur le volume de publicité que leur prestation permet de rassembler. Vous êtes en train de rêver, là. Non, mais enfin, c'est peut-être l'avenir proche. Alors là, bon, comme je suis joueur, et puis comme j'estime que c'est moral, j'ai proposé, et ça a été accepté tout de suite, que, eh bien, si je me trompe, je sois sanctionné, et que si je ne me suis pas trompé, je sois récompensé, ce qui me paraît normal, logique, et ce qui fera plaisir à la fois, je pense, aux téléspectateurs et aux contribuables, ce sont souvent les mêmes. Bon, on saura très vite. En tout cas, rendez-vous lundi prochain, 17 mars, donc à 19h37 précise apparemment, puisque ce sera le nouvel horaire donc du Petit Bouvard illustré, c'est bien ça. Philippe Bouvard, merci. Et maintenant, eh bien, nous passons à la météo avec Brigitte Simonetta, qui elle n'est pas payée à l'audience. Non, mais si j'étais payée au soleil, je serais payée très cher, en tout cas pour demain, parce que demain c'est un dimanche lumineux, tel qu'on l'a rêvé, tel qu'on l'a espéré pendant des semaines. Et la photo satellite ne me démentira pas. Regardez, cette photo satellite, pas de problème, l'anticyclone est juste sur la France et repousse toutes les perturbations qui auraient l'intention de toucher notre pays. Résultat, une carte très simple, lumineuse, elle aussi, du soleil partout, avec des nuages un peu plus nombreux sur la Bretagne, la Normandie, les Ardennes et même peut-être la Corse. Mais surtout, j'attire votre attention sur le brouillard qui se formera encore en fin de nuit, qui sera présent demain matin. Il faudra faire extrêmement attention si vous prenez votre voiture tôt. Heureusement, ce brouillard se dissipera relativement rapidement. Et puis les températures, elles sont en hausse. Nous sommes maintenant bien au-dessus des normes saisonnières, de 10 à 15 degrés sur la moitié nord et de 13 à 20 degrés sur la moitié sud. On a même enregistré 18 degrés aujourd'hui sur Biarritz. En ce dimanche 16 mars, le soleil se lèvera à 7h04, se couchera à 18h55 et vive les bénédictes. Le titre à retenir de ce journal, le retour en France du docteur Raad qui vient rendre compte de sa mission au Liban. Il se déclare plutôt optimiste après ses discussions avec les représentants du djihad islamique, mais il n'annonce aucune date quant au retour éventuel des otages français. D'autres précisions dans le dernier journal avec Bernard Pradino, c'est aux environs de 23h30. Et puis n'oubliez pas que nous nous retrouvons demain à 19h30 précise, because les élections. Bonsoir, à demain 19h30, pardon, même moi je me trompe. 19h30.